Butler now in the wing. Balls for the screen. Two-man game. Blake Griffin explodes on Gasol. For the second time tonight. Bien le bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de notre vidéo consacrée à nos chers amis des Clippers. On va pas perdre de temps et on va poursuivre tout de suite notre liste de joueurs qui sont venus terminer lamentablement leur carrière chez les ennemis des Lakers. For the money. Jordan, here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! They win! That thing. Bryant. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bon, on commence tout de suite avec le 8e choix de la draft 1993, j'ai nommé Vin Baker. Un ailier fort pivot de talent qui passe ses 4 premières saisons chez les Bucks, dont les 3 dernières en tant qu'All-Star à plus de 20 points et 10 rebonds de moyenne par match. Grand, costaud, 2m11 pour 105 kg, Vin Baker devient rapidement un enfer à défendre au poste bas. Fade away, dunk et même un petit jumper dans le périmètre, le triple All-Star se fait un nom et en 1997 il fera partie d'un trade à 3 équipes entre les Bucks, les Sonics de Seattle et les Cavs. C'est dans ce trade que Shawn Kemp se retrouve à Cleveland et qu'à l'inverse, c'est donc Vin Baker qui s'en va rejoindre le Glove Gary Payton du côté de Seattle. Et sa première saison, elle sera plutôt bonne. Il sera nouveau All-Star, mais, nous en avons déjà parlé précédemment, un lockout a lieu en fin d'année 1998. Et certains joueurs l'ont bien vécu, et d'autres, comment dire ça poliment, un peu moins bien. Vin Baker va revenir complètement hors de forme et ses stats seront en chute libre, passant aux environs des 12 points et 6 rebonds par match. Il l'avouera lui-même plus tard, durant le lockout, il est malheureusement tombé en dépression ainsi que dans une addiction à l'alcool et il s'enfile jusqu'à 3 bouteilles après chaque match car il est déçu de ses prestations. C'est un véritable enfer, un cercle très vicieux dont Baker ne se relèvera jamais. Et pour ne rien arranger, j'ai oublié de vous préciser que les Sonics ont eu la magnifique idée en l'an 2000 de signer Baker au max pour 86 millions de dollars sur 7 ans. Pourtant ça se voyait que le bonhomme n'allait pas bien, mais bon, des contrats pourris dans l'histoire de la Grande Ligue, ce n'est ni le premier ni le dernier. Mais le problème ici, c'est que ça a dû ajouter de la pression sur les épaules de Vin, qui n'avait vraiment pas besoin de ça, et une étiquette de plus en plus mauvaise va lui coller à la peau. Bon, je vais vous épargner les détails de ces stats qui chutent chaque année, mais en 2002, soit à peine 2 ans suite à la signature de son contrat, les Sonics vont s'en débarrasser dans un trade dégueulasse avec les Celtics qui le couperont au bout de seulement 1 an et demi. Puis, ce sont encore une fois les très inspirés New York Knicks, dont le GM était à l'époque Isaiah Thomas, qui vont signer Baker. Bon, évidemment, l'affaire elle va pas durer, seulement 40 matchs, il sera envoyé aux Rockets où il en jouera 3 petits et ça sera fini. Nous sommes en 2005, Vin Baker il a 34 ans, ses stats sur la dernière saison c'est 1,4 points et 1,5 rebonds par match, normalement l'affaire elle est pliée et c'est la retraite pour Vin Baker. Mais comme nous le voyons depuis la première partie de la vidéo, les Clippers sont de véritables spécialistes pour relancer des vétérans au bout du rouleau, n'est-ce pas ? Et c'est donc en février 2006 que les Clippers se disent que Vin Baker pourrait renforcer l'équipe en vue de potentiels playoffs. Résultat, on aura 8 matchs, 3 points et 2 rebonds de moyenne. Nous ne sommes évidemment pas surpris, et c'est ainsi que la carrière de l'ancien All-Star se termine, dans l'anonymat complet. Le pauvre Vin aura tout perdu, son argent aussi à cause de cette foutue addiction, et à 40 ans, il finira vendeur chez Starbucks. C'est bien moche tout ça. On enchaîne avec un magnifique joueur bien trop souvent oublié dans l'histoire, j'ai nommé Glen Rice. Il est drafté en 4e position par le Heat en 1989. C'est un super scoreur qui, fait rare pour l'époque, dans les années 90, s'imposera comme un spécialiste du tir à 3 points. En effet, à l'époque, les tirs longue distance sont encore peu démocratisés, et seuls quelques spécialistes se démarquent à l'image de Reggie Miller. Rice, lui, il passera 6 saisons au sein du Heat, titulaire au poste 3, tout en jouant minimum 77 matchs par an.
Un joueur très régulier donc, qui enchaîne les saisons à plus de 20 points de moyenne accompagné de 5 rebonds, 2 passes et 1 interception tous les soirs. Mais durant ces 6 années, le Heat n'atteindra que 2 fois les playoffs et sortira à chaque fois au premier tour. Mais c'est à l'été 96 que le destin de Glen Rice va changer. Les Hornets, de leur côté, doivent séparer la paire Larry Johnson-Alonzo Mourning qui, on peut le voir, ne peuvent plus se piffrer. Involved. It is so bizarre when the Heat and the Knicks get together. Strange things happen as you take another look. Look at the fighting. You can tell these two aren't hockey players, neither connected with the other. And there's Jeff Van Gundy grabbing the leg of Alonzo Mourning like a dog in heat. But coaches are allowed to do it. Check it out. You see Van Gundy on the floor. It's amazing he came out of this mess alive. But you know what's an interesting situation? You know, he's holding on for dear life. Now he's trying to get up and get out of there, wondering what the heck did I do that for? Le Heat se jette sur l'occasion pour récupérer Mourning en échange de Rice. Glenn passera 3 saisons à Charlotte, aux côtés de Papa Curry, Muggsy Bogues et Larry Johnson, justement. Ces 3 années seront synonymes de 3 sélections All-Star Game pour l'ailier. Et sa saison 96-97 sera la meilleure de sa carrière. En effet, il tourne à plus de 26 points par match, tout en finissant avec le meilleur pourcentage de la ligue à 3 points, avec un énorme 47% derrière l'arc, tout en prenant 5 par match, ce qui est un énorme volume pour l'époque. Et à l'été 98, ce sont les Lakers qui tapent à la porte du GM des Hornets. En effet, les pourpréeurs sont à quelques ajustements du titre. Le Shaq est dans son prime, Kobe est en train de monter en puissance. Et justement, pour faire de la place au Mamba sur la ligne arrière, les Lakers vont envoyer leur double All-Star Eddie Jones aux Hornets en échange de Glen Rice. Ils se payent donc un fit parfait puisqu'ils recrutent un poste 3, ça va libérer de la place pour Kobe qui va être titulaire au poste 2, et Glen Rice, lui, de son côté, ça sera la 3e option parfaite, qui va pas prendre trop de ballons et qui va espacer le jeu derrière l'arc. Et ça paye, puisque dès la 2e saison de Glenn sous le maillot des Lakers, c'est le titre en l'an 2000, avec un Rice à plus de 15 points de moyenne et presque 40% à 3 points. Mais Rice, de son côté, ça lui convient pas trop d'être toujours la 3e option derrière Kobe et Shaq, puis bon, maintenant qu'il a enfin atteint le sommet et qu'il a 31 ans, il décide de voir s'il n'y a pas de nouveaux horizons qui peuvent s'ouvrir à lui. Par conséquent, à l'été 2000, il sera de nouveau transféré, direction les Knicks cette fois-ci. Et oui, les Knicks, très inspirés toujours. Glen Rice fera partie de ce trade infâme, et je pèse mes mots, infâme, honteux, ce trade à 4 équipes dans lequel les Knicks vont envoyer leur légende Pat Ewing à l'autre bout du pays, à Seattle. Si vous êtes intéressé, allez voir les détails du trade, c'est vraiment dégueulasse. Mais avec ça, Rice va se retrouver donc aux Knicks et les Lakers vont récupérer notamment le vétéran Horace Grant. Bon, mais sauf que Glenn, il a bientôt 33 ans et c'est le début de la pente descendante. Et désormais, sur le banc de New York, ce ne seront que 12 points par soir pour l'ailier. Et il sera immédiatement transféré en fin d'année du côté de Houston. À ce moment-là, il se blesse, il ne va jouer que 20 matchs pour sa première saison et 62 pour sa deuxième. Son temps de jeu diminue drastiquement, ses stats aussi, et il passe sous les 10 points de moyenne. À la fin de la saison 2002-2003, Glen Rice a 36 ans et il devient agent libre. Normalement, dans cet état physique, à cet âge-là, en plus il a déjà un titre, c'est la retraite qui lui tend les bras. Mais bien sûr, les Clippers d'Elgin Baylor ne sont pas de cet avis et ils vont signer Glen Rice pour la saison 2003-2004. Évidemment, le résultat est immonde. Seulement 18 matchs pour 14 minutes de temps de jeu et 3 pauvres petits points par match avec un médiocre 17% à 3 points. Bon, avant de passer au prochain joueur, quand même, je vais une nouvelle fois rendre à César ce qui appartient à César, parce qu'avec seulement 18 matchs et des pourcentages horribles, Glen Rice a quand même réussi à nous planter un buzzer beater face aux Mavs. They will review it, but I don't believe there's any question that it will count. And who needs to wait till the end of the season till he gets in shape? It is long gone in time. Look at that. Yeah, more than a second. They will announce momentarily the official verdict. The Clippers with the great
One of the greatest shooters in the history of the game. Absolutely. Len Rice knocking it down. And he knew it the minute it left his hand. Un dernier moment de gloire pour ce super bélier, lui aussi bien trop oublié dans l'histoire de la NBA. Allez, on va continuer avec un autre très fort scoreur, lui aussi très sous-estimé décidément dans l'histoire de la NBA. J'ai nommé Mark Aguirre. Il est le premier pick de la draft en 1981 et il mettra la jeune franchise de Dallas sur la carte NBA pendant ses 8 saisons passées là-bas. En 8 ans, depuis le poste 3, il envoie plus de 25 points de moyenne, 6 rebonds, 4 passes, tous les soirs, le tout à plus de 49% au tir. En 1984, il va même monter jusqu'à 29,5 points par match. Une véritable machine à scorer, 3 fois All-Star et en plein prime, et à ce moment-là, il attire évidemment toutes les convoitises. Et ce sont les Detroit Pistons, finalistes malheureux en 88, qui vont tenter le coup. Et au cours de la saison 88-89, un trade va finir par se monter, et il envoya Aguirre aux Pistons en échange d'un autre gros scoreur, Adrian Dantley. Mais au contraire de Dantley, qui à l'époque était le meilleur scoreur des Pistons devant Isaiah Thomas, Aguirre, lui, il va pas chercher la lumière, et il va savoir se fondre parfaitement dans le collectif de Détroit. Il accepte tout d'un coup de devenir la 3e option, et ça paye. Tout de suite, ils seront champions en 89 et feront le back-to-back en 90. Aguirre aura donc grandement participé au sacre des Bad Boys des années 90. Mais en 91, ce sera un méchant sweep face aux Bulls en finale de conférence et les Bad Boys vieillissants entament leur déclin. Nous arrivons en 1993, avec des stats en baisse et alors âgés de 34 ans, les Pistons libèrent Aguirre qui semble se diriger vers une paisible retraite. Mais si nous en parlons aujourd'hui, c'est bien évidemment car nos chers amis des Clippers, et plus précisément encore une fois Elgin Baylor, vont décider de ramener Mark dans leur rang. Alors je ne vais pas être mauvaise langue, car Aguirre est celui qui, niveau stats, parmi tous les joueurs que nous avons cités et que nous allons citer, c'est celui qui s'en sort le mieux. En effet, il tourne à 10 points de moyenne, 3 rebonds et 3 passes, mais surtout 47% au tir et presque 40% à 3 points, c'est plus qu'honorable. Mais le problème, c'est qu'au bout de seulement 39 matchs, le 1er février 1994, Aguirre sera cette fois-ci coupé par les Clippers, et sa carrière se terminera ainsi. Encore une fois, une fin bien moche dans une franchise qui l'est tout autant. Moi, je suis désolé pour les fans des Clippers, enfin s'il y en a. Pour terminer cette vidéo, il nous reste à parler de 2 joueurs de légende, 2 Hall of Famers dont les Clippers ont ruiné la fin de carrière. Premièrement, parlons de Grant Hill. Bon, on va se la faire courte pour éviter de déprimer. Une carrière jonchée de regrets, de what if. Grant Hill, c'est LeBron avant LeBron, celui qui devait être le visage de la NBA pendant 15 ans. Grant Hill, c'est ce pick 3 drafté par les Pistons en 94, ou le rookie, tout de suite All-Star. Bref, Grant Hill, c'est énormément de regrets. 6 saisons passées à Détroit et le sentiment qu'on nous a volé le prime d'un des plus beaux ailiers de l'histoire du jeu. Grant Hill savait tout faire sur un terrain. Et malheureusement, l'histoire on la connaît. Il nous sort sa meilleure saison statistique en 98-99 avec 26 points, 7 rebonds, 5 passes, mais il se blesse à la cheville juste avant les playoffs. Mais il va tenter de revenir, tôt, beaucoup trop tôt, et il ne pourra jouer que 2 matchs dans un sweep au premier tour face au Heat. Il tourne à peine 12 points par match, et on sent bien que Grant Hill ne peut pas jouer à son meilleur niveau. Mais à l'été 2000, ça ne va pas empêcher Orlando de vouloir signer Grant Hill qui est alors agent libre pour pouvoir former un duo qui, sur le papier, devait être le duo des années 2000 aux côtés de Tracy McGrady. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'à ce moment-là, c'est un véritable calvaire qui va commencer pour Grant, qui ne va jouer que 47 matchs, pas sur 1 ni 2, mais sur 4 saisons. Oui, en 4 ans, Grant Hill ne jouera que 47 matchs pour les Orlando Magic. Avec de multiples opérations à la cheville, des complications, des infections, Grant Hill va frôler la mort, et je vais vous épargner les détails de cette histoire bien triste. On est déjà en 2004-2005, et il revient, il tourne à presque 20 points de moyenne, il redevient All-Star, mais son prime est passé puisqu'il a déjà 32 ans. Et oui, de ses 27 à ses 32 ans, nous n'aurons vu que 47 matchs de Grant Hill. Quelle tristesse. Après 7 ans de galère à Orlando, Hill va finir par signer à Phoenix pour venir renforcer l'équipe de Nash et Stud. Là-bas, Grant Hill va se refaire une santé. L'infirmerie de Phoenix est connue pour généralement bien remettre les blessés sur pied. Et Hill sera starter pendant 5 ans au poste 3 des Suns, et chaque soir il envoya sa douzaine de points et de la superbe défense. Oui, ce n'est pas le Grant Hill que nous aurions voulu voir,
mais on se dit qu'il peut enfin finir sa carrière tranquillement. Il enchaîne 3 saisons à au moins 80 matchs, mais en 2011-2012 et alors âgé de 39 ans, les pépins physiques sont de retour, et il rate la moitié de la saison. Nous l'avons déjà suffisamment dit au cours de cette vidéo, mais là franchement, c'était vraiment le moment de prendre sa retraite. Mais non, parce que nos Clippers de Lob City, eux, ils y croient encore, ils se disent qu'ils vont ramener le grand île de Phoenix, le petit free and D qui va leur faire du bien. Oh, quand même, on a l'occasion de récupérer un Hall of Famer là. Bref, Grant Hill, il signe du côté de Los Angeles et c'est une catastrophe. Seulement 29 matchs joués pour 3 points de moyenne, la carrière de Grant Hill va même se terminer dans une défaite 4-2 au premier tour des playoffs 2013 contre Memphis et les Clippers menaient 2-0. Les bases étaient déjà posées niveau choke. Et le pire, c'est qu'ils feront jouer Grant Hill seulement dans le garbage time du match 6 pour terminer sa carrière dans un blowout dégueulasse. Merci encore les Clippers. Bon, pour notre dernier joueur, ce n'est pas mieux. Et je pense que vous savez de qui je veux parler, Paul Pierce. Tout le monde connaît Pierce bien évidemment. Je ne vais pas vous refaire le détail de sa carrière. On a 15 magnifiques saisons sous le maillot vert des Celtics avec en point d'orgue ce mythique titre de 2008 aux côtés de Garnett et Allen. Nous connaissons tous la fin de cette histoire verte avec ce célèbre trade du côté de Brooklyn, aussi appelé le braquage de Danny Ainge. Mais autant Garnett et Jason Terry étaient complètement cramés, autant Pierce, lui, légèrement plus jeune, il avait encore de bons restes et il était surtout clutchissime. En play-off, il nous envoie encore de gros tirs et de la très grosse défense et il fera passer un tour à Brooklyn. 10 to shoot. Pierce wants it, takes it, makes it! Another one for Pierce. That's why they got me here. That's why I'm in here. I want the Lord. That's what I do. This is the business. That's what I do. That's what I do. L'année suivante, il débarque à Washington, aux côtés de John Wall et Bradley Beal. Et il est encore titulaire au poste 3 pendant 73 matchs, et il tourne à presque 12 points de moyenne et quasi 40% à 3 points. À 37 ans, il nous envoie ce mythique buzzer beater en play-off face aux Hawks. Et même un deuxième encore plus exceptionnel, alors que les Wizards étaient sur le point de se faire éliminer. End up on Pierce. They're matched up with Pierce and Nene right at the free throw line. Beal inbounding. Here's Wall. Wall in trouble. 3 seconds left. Wall with 2. Here's Pierce, and Pierce gets it away. Good, and it's gone. He did it. Paul Pierce ties it, sends it to overtime. This guy's unreal. Did he get it off in time? I'm not sure. And was it a 3? They've got to look at both. Was his foot on the line? Did he release it before the clock hit 0? It was close. Mais manque de chance, à quelques millièmes de seconde près, le tir est refusé et les Wizards sont éliminés. Cruel. Mais nous venons de le voir, pour ces 2 saisons en sortie de Boston, Pierce a encore de bien belles choses à apporter. Mais le problème, c'est qu'il va signer chez ces foutus Clippers de Lob City. Oui, encore eux. Et là, c'est vraiment moche. Très moche. Pierce est rapidement traité comme tous les autres vétérans de chez les Clippers, c'est-à-dire foutu en bout de banc. Il dépasse à peine les 6 points par match et il n'est quasiment pas utilisé en play-off, alors que 12 mois plus tôt, on le sait, on l'a vu, il était clutch, on sait qu'il peut apporter. Mais non, les Clippers vont encore mener 2-0, cette fois-ci face aux Blazers, et encore se faire allumer par 4 défaites de suite pour une sortie au premier tour. Une vraie spécialité Doc Rivers. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque Pierce va revenir la saison suivante. Bon, là c'est un peu de sa faute, il s'est dit qu'il allait se payer un petit dernier tour de stade, mais ça va être absolument horrible. Seulement 25 matchs, 3 points de moyenne, bon, on a un beau moment du côté de Boston, mais c'est tout. En play-off, ça sort encore au premier tour, grosse surprise, contre Utah cette fois-ci. Pierce sera même spectateur du buzzer beater de Joe Johnson, qui lui, à 35 ans, est bien utilisé du côté de Utah en tant que vétéran. Paul gets it back. They've got Ingles on him. Paul driving, puts it up. It's good off glass. Ties the game at 95. Utah has a timeout. Gets it across half court. Won't use the timeout. 5 seconds left. Joe Johnson with 4. Johnson with 2. Drives in, puts it up. Gets the bounce at the gun. And
win game one. ISO Joe. Bref, encore une élimination et une fin de carrière dans l'anonymat complet. Franchement, une légende pareille qui quitte les parquets de la NBA, normalement ça fait du bruit. Mais là, tout le monde s'en fout. On voit Pierce en train d'errer sur le terrain en fin de match, quelques joueurs lui serrent la main, mais on a du mal à croire que c'est une véritable légende qui est en train de finir sa carrière NBA. Et voilà, nous arrivons au bout de cette vidéo, nous avons pu faire le tour de toutes ces légendes qui sont venues finir leur carrière chez ces infâmes Clippers, et on ne les remercie pas. Et bien sûr, nous n'oublions pas de faire une petite mention à Jameson Curry, dont nous avons déjà parlé dans une précédente vidéo. L'homme à la carrière NBA la plus courte de l'histoire, qui a duré 3,9 secondes, eh bien il l'a évidemment passé chez les Clippers. Mais bon, est-ce que ça pouvait réellement en être autrement ? Je ne crois pas. Bon, merci à toutes et à tous de m'avoir suivi, et je vous dis à la prochaine.